Alors j'étais au début de ce test sur un Practice e-Racing quand... So as you can see, you have to really rely on the traffic to see you coming. Ah, les joies du multiclass sur iRacing. Désolé Jimmy. Oh. Yo tout le monde, c'est Realistic Sim Cockpit, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier achat, c'est la base Moza R9 V2 avec le tout dernier volant de chez Moza, le KS. Je vais vous dire ce que j'en pense après 2 mois d'utilisation, 2 mois de montagne russe entre doute et conviction. Parce qu'en fait, j'ai surtout acheté ça. C'est une rallonge de direction de 20 cm. Ce genre de rallonge n'existe pas chez Thrustmaster ni chez Fanatec. Évidemment, vous allez la trouver chez SimMagic, Acetec, SimUQ, mais à différentes gammes de prix. Alors cet accessoire, il est prévu pour éloigner la base et rendre le setup encore plus réaliste. Et ensuite, l'autre raison, c'est ce volant, le tout dernier de chez Moza. Donc c'est le volant KS avec double palette, bouton lumineux et tout ça sans vendre son rein. Et donc il me fallait bien une base pour mettre ce volant et cette extension. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix d'aller sur la base R9 V2 et pourquoi je suis allé dans l'écosystème Moza? Pour des raisons que je classerai en 2 catégories. Une catégorie qui est liée au rapport qualité-prix et une deuxième catégorie qui est liée au réalisme de l'immersion auquel je suis vraiment très attaché. Pour le rapport qualité-prix, on relève plusieurs points, le prix de la base et de ses accessoires, le prix des volants et les fonctions proposées, la qualité du quick release et la gestion du softlock. Et au niveau du réalisme de l'immersion, il y a la compacité de la base et la rallonge de direction qui elle n'est pas compatible avec le tout nouveau Moza R12. On va voir ça tout de suite dans la vidéo qui comme d'hab va être divisée en 4 parties, donc une qui va être le déballage, l'installation. On va ensuite tester et parler des points positifs en comparant avec le ressenti que j'ai pu avoir avec les autres marques, puis ensuite les points négatifs, puis une rapide conclusion en se posant les questions, faut-il acheter cette base et surtout à qui s'adresse-t-elle? Car si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement pour vous aider à répondre à cette question existentielle, est-ce que 9 Nm c'est suffisant ou déjà trop? Quand on sait que chez SimMagic, SimUQ, Acetec, la puissance minimale est environ de 12 Nm et que chez Thrustmaster on est sur du 10 Nm constant. Est-ce que je vais manquer d'informations? Est-ce que je vais être compétitif? Et pourquoi acheter une base surpuissante si c'est finalement pour en utiliser que la moitié de la puissance? Quand on sait que Race Beyond Matter, le dieu de l'immersion qui valide le R3, le R5 dit lui-même ceci: For competitive racing, I will do tons of practice with 8 maximum 10 Nm peaks. And there is a reason for that. To fight the force feedback for fun is really great experience, but driving competitively, I really need my body as relaxed as possible. Alors avant de commencer, on lâche un petit pouce bleu, c'est gratuit, et je voulais remercier Impart.re, donc revendeur Moza sur l'île de la Réunion. Chez lui vous allez trouver un large choix de matériel sim racing, évidemment tout le matos Moza directement sur l'île de la Réunion. Et surtout abonnez-vous les gars pour ne rien louper des futurs projets de la chaîne, et je vous réserve quelques surprises. Allez, on passe au déballage. Packaging très sympa de Moza, très qualitatif, avec des stickers, une alimentation de 180 watts très bien finie, avec un voyant LED Moza qui va largement suffire à gérer les 9 Nm de couple. On y retrouve le câble USB de type A dont la longueur sera suffisante. On découvre une base en alliage aluminium de 6,8 kg à la finition excellente. Très compacte, mais qui pèse bien son poids. Moza a mis un sticker qui prévient que la base a été testée et cela peut expliquer des micro-rayures sur la partie Quick Release.
L'avantage des bases seules, c'est qu'on ne nous impose pas de volant. J'ai choisi le nouveau volant KS qui, sur le papier, offre un excellent rapport qualité-prix. Le packaging est encore une fois très qualitatif. À l'intérieur, on va trouver des stickers pour personnaliser les boutons LED du volant à sa guise. Un outil très utile est fourni pour pouvoir les installer proprement. La taille du volant est de 30 cm pour un poids de 1220 grammes. On remarque tout de suite une qualité de finition symbolisée par la qualité du Quick Release de type D1. 10 boutons lumineux personnalisables avec une course très courte de 0,25 mm, 3 encodeurs rotatifs 12 positions, 2 encodeurs rotatifs pour les pouces de 20 positions, 2 joysticks, 2 palettes magnétiques, 2 palettes analogiques. Les palettes magnétiques ne sont pas en carbone, ne sont pas des push-pull, ça n'a évidemment pas la qualité d'un volant haut de gamme, mais c'est logique pour le prix. La course de la palette est équilibrée, on sait quand on a passé une vitesse. Pour l'installation sur le châssis, il a fallu percer sur le support 2 trous supplémentaires pour bien visser sur ces 4 points de fixation. C'est un détail qui me fait un peu sourire car c'était parmi les plaintes au sujet de la base Thrustmaster T818 à sa sortie. Alors moi à l'époque je l'avais montré sur la vidéo à ce sujet, je n'avais pas eu à le faire sur le support SimLab. Je précise en utilisant le support châssis optionnel du T818. Mais là pour la base Mozza, même chose, la configuration pré-percée ne correspondait pas et ne correspondra pas à beaucoup de monde. J'ai fini par acheter le support bureau châssis de Mozza pour installer l'ensemble directement sur le profilé, ce qui m'a coûté 79 € de plus quand même, et un peu déçu car un peu de flex et l'angle est de 12 degrés, mais vous allez pouvoir l'installer directement sur un profilé 80-40. Une fois cette étape et les branchements effectués, arrive le kiff incroyable. Le Quick Release qui est magnifique, d'une rigidité hors norme, est juste un plaisir à manipuler. Sans même passer par le logiciel Mozza Pit House, on va pouvoir changer les couleurs de LED selon nos envies. Au niveau de la partie logicielle, on a un logiciel de configuration qui s'appelle Mozza Pit House et on a accès à plein de paramètres. Pas besoin d'un logiciel tiers comme Fanalab pour avoir accès à plus de réglages ou la gestion et l'enregistrement des presets. On a accès à des réglages basiques et différents réglages un peu plus poussés pour améliorer son expérience. Le softlock est très bon avec des possibilités de le rendre encore plus dur, mais sur le réglage le plus souple, on est au-dessus des autres marques et même de SimMagic je pense. Le softlock c'est la limite de butée, donc c'est très important pour le braquage, notamment sur des virages ou des épingles, pour comprendre que la colonne de direction est en butée et qu'on va pas pouvoir tourner plus les roues. Alors je persiste à penser que c'est trop de réglages, mais en même temps c'est très bien, c'est rassurant, même si clairement je préfère un réglage universel et ensuite d'aller régler in-game en fonction des simus. Le logiciel de la base servant juste à changer l'angle de braquage en fonction de votre véhicule. Alors est-ce qu'on peut juger de la qualité d'une base sur sa capacité à montrer les qualités ou les défauts du force feedback d'un simu? Parce que le réglage que vous allez choisir va définir votre ressenti dans le jeu. Et là on rentre dans une partie plus subjective, à la fois liée à votre ressenti en conduisant votre voiture dans la vie de tous les jours, vos précédentes expériences avec d'autres bases Direct Drive, plus ou moins puissantes, ou des bases à courroie, Logitech, T150, T300, qui ont une résistance mécanique différente. Sur la plateforme e-racing que j'utilise principalement et sur laquelle j'essaye d'être compétitif au milieu d'un niveau général très élevé, au départ je me suis perdu dans les réglages. J'ai voulu retrouver la sensation exacte que j'avais avec le T818 et la roue SF1000, alors que c'est impossible de par déjà la taille de la roue, qui est en 28 cm avec un grip différent, et il m'aura fallu plusieurs semaines d'aller-retour en réinstallant la base T818 avec des entraînements, des courses officielles, puis en réinstallant le R9 pour me rendre compte que le preset pour e-racing est en fait une très bonne proposition de réglage de la part de Mozza. J'explique ça aussi parce qu'il faut dire que j'ai changé trop de choses dans mon setup à ce moment-là. J'ai rapproché les écrans à 58 cm, le volant était beaucoup plus près de moi, et en plus, j'ai changé de voiture en prenant la Porsche GT3 qui a un force feedback très souple dans le jeu. Donc ma mémoire musculaire était complètement faussée. Ça a été une période de doute pendant laquelle j'ai switché d'une base à l'autre pendant plusieurs jours en me posant la même question: est-ce qu'il me manque de la puissance en pic? Aurais-je dû prendre le R12? Et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai la conviction que j'ai le ressenti que je veux sans même avoir changé la puissance Newton dans le jeu par rapport au T818. La performance est là, quel que soit le type de voiture. Et en plus, il reste encore beaucoup de force sous le coude pour ceux qui seraient encore plus exigeants et qui aiment faire de la musculation. On a une roue ronde hyper réaliste et personnalisable, tout ça grâce à l'achat d'un Quick Release qui est très qualitatif.
une roue ronde qui va nous permettre d'avoir plusieurs types de gameplay et un large choix de véhicules, notamment sur Assetto Corsa. L'outil de réglage du force feedback permet d'ajuster la puissance et les réglages. Alors la plupart du temps, j'ai augmenté de 25% la puissance in-game. Pour le preset, je préfère partir de celui de e-racing avec quelques petits ajustements, notamment sur l'amortissement. Pour Assetto Corsa Competizione, par contre, c'est pas la même histoire. Déjà, assez surpris du preset de Mozza qui fixe à 70% de force la base pour éviter le clipping. Donc bien faire attention de mettre plus de force in-game. Sur le T818, j'étais à 50%, là je dois mettre à 85%. Toujours en partant du preset d'iRacing, en baissant les effets de route sur 7 et l'amortissement du volant. J'ai très clairement moins de plaisir qu'avec le T818. L'effet de compression des pneus est absent totalement, c'est pour moi très robotique. Je me retrouve 2 ans en arrière avec le CSLDD, ce qui fait que je n'avais pas consacré du temps à cette plateforme qui a pourtant plein de qualités. Avec le T818, c'est tellement plus organique, je n'ai pas la réponse si c'est dû à l'absence de feed sur le modèle de Thrustmaster. Donc je pose une grosse alerte sur les bases R3, R5 et je pense que c'est là où la R12, R16, R21 deviennent intéressantes. Pour équilibrer la force des effets de route, de la colonne de direction, tout en conservant le réglage force feedback in-game à 50%. Mais ça reste très jouable. Si c'est votre première base direct drive et que vous n'avez pas de référence de comparaison, vous ne pourrez être que satisfait du ressenti. Pour R Factor 2, c'est bien plus réaliste et proche d'e-racing, mais j'ai pas le recul nécessaire car c'est une plateforme sur laquelle je n'ai quasiment pas roulé avec les autres bases. Je vois plus les défauts que les avantages sur cette plateforme, donc c'est dur de juger. J'ai posé la question, est-ce qu'on peut juger de la qualité d'une base sur sa capacité à révéler les qualités ou les défauts du force feedback d'un jeu? Ma réponse est oui, mais la contrepartie c'est que ça peut être décevant et du coup ça l'est un petit peu sur Assetto Corsa Competizione. Alors que le T818, à mon sens, gomme les défauts des simus et est beaucoup plus plug and play, car il n'y a pas de réglage possible et donnera tout de suite beaucoup de ressenti. En résumé, je m'attendais à ce que j'ai reçu, il est hors de question pour moi de dépenser 800 € pour un volant, 1000 € et plus pour une base, c'est des sommes folles pour moi. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il faut d'abord prioriser un équipement de qualité avant tout sur le pédalier et les chiffres peuvent monter très vite dans ce département. Le concurrent direct Fanatec n'est pas au niveau sur le softlock et sur le logiciel de paramètres et en plus il est en train d'effectuer une transition sur son quick release, donc c'est quelque chose à retenir lors de l'achat. Chez Mozza, leur produit est arrivé à maturité. Donc le Mozza R9 est une base que je valide sans hésitation, qui va correspondre à des joueurs casual comme ceux qui cherchent à être compétitifs sur internet avec un niveau très relevé. Si c'est votre première base direct drive et que vous n'avez pas d'éléments de comparaison, vous ne pourrez être que satisfait du ressenti. Les points positifs, on les résume à nouveau. Le prix, le logiciel Mozza Pithouse qui est très complet, le QR et le prix des volants, notamment le volant KS qui se place très bien en termes de prix et de form factor, le softlock qui va impacter les plus exigeants et les amateurs de monoplace. Donc le Mozza R9 V2 c'est une base que je valide sans hésitation qui correspondra aux joueurs casual et aux joueurs plus compétitifs qui cherchent à vraiment faire des performances online. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et on se dit à très bientôt, c'était Julien de Realistic Sim Cockpit. Salut! Quand on sait que Race Beyond... Oh, non! Allez, file.